Donc, bonjour à tous, bienvenue pour cette première session après les keynotes. Donc aujourd'hui, moi ce que je vais vous présenter pendant 1 heure, c'est en fait les security via les policies. Donc je ne sais pas qui a déjà utilisé les policies, qui a déjà fait un petit peu de la sécurité avec ça. Donc je ne sais pas, il y en a qui ont déjà utilisé les policies pour la sécurité. Ouais. On va voir si vous avez la même chose que moi. Et vous me direz si c'est bon ou pas, ce que j'ai fait. Donc là, vous avez tous les partenaires, hein, les sponsors, donc Microsoft, Dell. On fait aussi partie des sponsors. On est un sponsor Gold, donc vous avez notre stand qui est juste en face de la sortie. Donc avec un peu de chance, vous allez tous vous rouer sur le stand. Mon commercial sera content, d'ailleurs. Vous pouvez toujours nous voir, moi. Vous avez aussi ici Nathan Courtine, qui est un de nos experts, qui sera aussi au stand, et David Barbarin, qui hier a fait une présentation sur Loison, qui est aussi un des experts chez nous au niveau de la société. N'oubliez pas de nous évaluer. Donc, c'est très important pour nous. C'est aussi pour savoir un petit peu où on en est, s'il y a des choses à améliorer, s'il y a peut-être des choses supplémentaires que vous avez besoin lors des sessions. Donc, c'est sympa de toujours mettre le vert, mais parfois, c'est aussi bien d'avoir du orange. Rouge, c'est pas terrible, mais au moins d'avoir le orange de temps en temps pour pouvoir s'améliorer. Donc, moi, je suis Stéphane Aby. Donc, je travaille dans une société suisse. C'est pour ça que je fais de la sécurité, vu qu'on a pas mal de banques. Même si c'est ouvert maintenant un petit peu plus, mais on ferme toujours encore les banques en Suisse. Donc, effectivement, on a mis en place toutes ces policies chez pas mal de monde. Au niveau bancaire, c'était la première cible au départ, et puis après, on l'a étendu un peu à tous nos clients dans l'industrie horlogère, puisqu'il y a pas mal de montres en Suisse, de qualité. Donc, c'est vrai qu'on a fait cette partie-là en Suisse. Donc, on est une société purement DBA, c'est-à-dire on est une société vraiment orientée sur les bases de données. SQL Server, Oracle, Postgres, MySQL. Donc on est une société de services dans les bases de données. Notre cœur de métier reste base de données. Et on est en Suisse, en France et en Allemagne. En général, on est trilingue. En général. Au niveau de l'agenda, je vais vous faire une courte petite introduction, amusante je l'espère. On va parler un petit peu de la sécurité, de ce qu'il faudrait sécuriser au niveau des serveurs SQL. Et puis on va voir comment on va les déployer sur un serveur, plusieurs serveurs, puis après comment on peut voir ces résultats. Parce que vous verrez que ce n'est pas forcément agréable de regarder les résultats directement dans les policies. C'est plus agréable de regarder dans une base, de les stocker dans une base, et puis après de faire un petit reporting services, un petit email pour pouvoir les envoyer. Donc au niveau de notre rôle en tant que DBA, mais en fait, c'est simple. Nous, notre rôle, c'est d'être les gardiens des données. C'est pour ça qu'on va faire quelque chose de très important, les protéger. C'est quand même pas mal, hein. On est protecteurs de bases de données. Ça fait bien. Comment? Tout simplement, en fait, en utilisant la bonne arme. Donc, il en existe plusieurs. Donc, je ne sais pas, vous utilisez quoi, par exemple, pour faire un audit au niveau sécurité de votre SQL Server? Un utilitaire. J'entends pas d'ici. Hein. À la main. Je comprends pourquoi vous avez besoin des policiers. Non, vous avez des petits utilitaires qui sont assez sympas. Microsoft en sort. Donc, pour une fois, le best practice analyzer pour la sécurité, ou le best practice analyzer pour SQL Server vous permet aussi de faire un petit audit sur votre serveur de sécurité. Après, il ne fait pas tout, mais c'est déjà un bon début. Après, effectivement, manuellement, on en fait pas mal. Ça, c'est clair. Donc nous, ce qu'on va voir, en fait, ouais, j'avais mis ma petite vidéo.
pense que vous en rappelez, hein. On va choisir la bonne arme, c'était le but. Donc là, on va choisir ce qu'on appelle les Policy Base Management. Donc ça a été introduit en SQL 2008, donc c'est pas si jeune que ça. Par contre, c'est très très pratique, donc ça va nous aider vraiment en fait à vérifier les sécurités et les protections qui ont été implémentées. Vous avez mis en place un serveur SQL Server, vous avez dit, ben voilà, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais le ça, c'est quoi? Ça, c'est la bonne question. Qu'est-ce que je sécurise d'abord? Alors, au niveau de ce qu'on va sécuriser, c'est au niveau serveur, au niveau instance, au niveau base de données et au niveau data. Plus je sécurise en amont, mieux mes datas sont protégées, tout simplement. Je n'ai pas révolutionné le monde en disant ça, hein. C'était toujours comme ça, hein. Et c'est partout pareil pour même des serveurs d'applications, hein. Plus je protège en amont, plus mes applications seront protégées. Donc au niveau de l'architecture, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a notre serveur qui fournit des services. Donc si on arrive déjà à protéger cette partie-là et à faire en sorte que SQL soit vraiment l'application unique sur le serveur et qu'on va pouvoir juste accéder à l'instance ou à la base dont on a besoin en toute sécurité, c'est déjà pas mal. Maintenant, il y a des petites choses à faire. Au niveau de l'instance, qui est en fait notre environnement, hein, SQL Server, on va aussi essayer de protéger au maximum. Donc là, on va protéger la partie authentification. C'est la plus grosse partie. Mais on va voir qu'il y a aussi des petites choses à côté. On va aussi protéger toute la partie base de données. Donc on va voir, ben, il y a des petites choses entre le login et le user, il y a des petites choses au niveau des rôles de base de données, il y a des petites choses à faire. Et la base, en fait, au niveau de des datas elles-mêmes, ben, il n'y a qu'une seule chose qu'on peut faire, c'est les crypter. Ça, c'est la dernière protection qu'on peut faire. Donc on va crypter, pas forcément tout, mais au moins tout ce qui est critique, c'est-à-dire les numéros de carte bancaire. C'est quand même sympa de pouvoir ne pas forcément voir le numéro de tout le monde. Quoique, en tant que DBA, ça peut être parfois utile. Donc au niveau serveur, tiens, c'est une bonne question. Qui fait ça? Qui va regarder dans ses drives les permissions? Ah, quand même, quelques-uns. Ouais, parce que quand vous montez un drive, en fait, tout le monde a le droit d'aller les lire. Ah, c'est pas mal, hein? Par défaut, tout le monde a le droit d'aller lire et d'exécuter. Donc quand vous avez un serveur de données, tout le monde pourrait aller sur le D ou sur le drive que vous avez au niveau des données pour aller lire les données. Donc la première protection, elle est toute simple, hein. J'enlève ça. Alors en général, nous, dans les banques, quand on demande à faire ça, ça prend à peu près une semaine, parce que c'est notre équipe qui doit aller le faire. Mais on y arrive. Au niveau de l'installation, on va utiliser le NTFS. Au niveau protection. Ah ouais? Pourquoi? Pourquoi le NTFS, le format NTFS est une protection? Vous le faites tous, hein, vous formatez en NTFS ou vous faites formater en NTFS. Par contre, vous n'êtes jamais dit que ça peut être une sécurité. Alors, comme vous n'avez pas l'air réveillé, celui qui me donne la bonne réponse, il a un couteau suisse. Et ça, c'est de la qualité. Et c'est un peu protégé aussi. Voilà, exactement, les ACL. Il y a encore une deuxième chose. Ça, c'est pour... Toi, tu dois le savoir. Ah mince. Ça passe pas dans l'avion, celui-là. Le FS, ça vous dit quelque chose? Voilà, c'est l'encryption, en fait, des fichiers. Donc, il y a encore cette deuxième partie. Bon, j'ai un couteau pour là-bas. Tant pis, hein, je le garde alors. J'en ai encore au cas où, pour faire gagner.
Sinon, j'ai autre chose. Si vous avez déjà un couteau suisse, j'ai une clé USB. C'est déjà mieux. Donc, le principe de l'installation, c'est de vraiment choisir ce format-là aussi pour protéger ces données, le NTFS. Vous avez l'installation, donc on va installer que ce qu'on a besoin. Donc n'installez pas Reporting Services, Analysis Services en plus, alors que vous n'en avez pas besoin. Donc on va installer que cette partie-là. Il n'y a que dans un cas qu'on n'a pas le choix et qu'on est obligé d'installer, par exemple, DQ, Data Qualité. Est-ce que vous savez dans quel cas c'est? Il vient obligatoirement. Toi, tu n'as pas le droit de répondre, on en a discuté. Il y a un cas où ça s'installe automatiquement et on peut dire je veux que l'engine, il s'installe automatiquement. C'est dans le produit, on ne peut rien faire contre, il va s'installer. Là, j'ai un Père Noël en chocolat à faire gagner, si jamais. Toi, tu n'as pas le droit à la réponse. Hein, vous ne voyez pas? Vous n'avez jamais installé SQL Server en cluster? En fait, quand vous installez SQL Server en cluster, obligatoirement, il va installer toutes les features au niveau de ce qui est base de données, donc au niveau du moteur. Donc vous avez le full text, vous avez toute la partie data qualité, et sur un cluster, ça va s'installer obligatoirement. C'est comme ça. C'est dans le produit, ça a été historique en fait, qu'il installe tout ce qui est là. Et c'est vrai qu'après, pour le réinstaller, si jamais vous en avez besoin, c'est très galère. Donc, ils ont fait en sorte de l'installer. Donc, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est le désactiver si vous n'en avez pas besoin. Mais c'est que dans ce cas-là que vous n'avez pas le choix. Donc, après, évitez de mettre des bases de dev, de tests, etc. en production. Regardez bien les derniers service packs, parce qu'ils ont aussi une partie sécurité dedans en plus. Vous avez aussi les security fix. Donc, ce qu'on demande souvent, et ce que Microsoft demande, c'est quand vous installez ou quand vous avez un problème, que vous leur téléphonez, que vous avez le dernier service pack ou security fix sur votre serveur. Il n'y en a pas tant que ça des security fix, il y en a eu un récemment, cette année. Je crois que c'était le M044 ou quelque chose comme ça. Donc, il y en avait un pour SQL Server cette année. Et au niveau des service packs, vous avez toute une liste, vous allez jusqu'au service pack 4 en général au maximum maintenant. Donc, il faut regarder que vous soyez toujours à jour. Un service pack, c'est à peu près un par an. Microsoft en sort un par an, donc ça va, ça se gère, quoi. Cumulative Update, je ne l'ai pas marqué, ça ne s'installe que quand on a le problème. Jamais toujours installer les Cumulative Updates, c'est que quand on a le problème. Cumulative Updates ont été testés dans un environnement bien précis, pas sur tous les environnements. Alors qu'un service pack, en général, est testé sur tout le type d'environnement. Donc après, quelque chose d'important, enlever tout ce qui est les logs d'installation, quitte à les sauvegarder ailleurs, à les mettre de côté, mais dedans, vous pouvez avoir des informations pour des gens qui voudraient accéder à vos serveurs, SQL Server. C'est un petit truc, pas grand-chose, mais parfois, il peut y avoir des informations pour pouvoir se connecter à la base. J'ai déjà vu des mots de passe en clair dans les scripts, donc, ou dans les batchs qui sont laissés sur les serveurs, les batchs d'installation avec le mot de passe en clair dans le batch. Bon, ça arrive, mais ce n'était pas dans une banque. Les banques suisses sont sécurisées. Au niveau network, c'est pas mal aussi de toujours garder quand même le firewall Windows. C'est important. De désactiver tout ce qui est NetBIOS et puis SMB. Donc ça, c'est encore des anciennes choses qui traînent de temps en temps. De prendre que les protocoles qu'on a besoin. Éviter le 1433, bien qu'il est bien utile. Le SQL Browser est super parce qu'on accède à toutes les instances, c'est top, mais tout le monde y accède. Donc de temps en temps, il est peut-être utile de pouvoir en fait l'enlever, le SQL Browser, et de demander aux gens d'y accéder directement via le port
en leur précisant au niveau applicatif le port auquel ils ont accès à leur instance. D'ailleurs, sur SQL Server, on peut mettre combien d'instances? Ça, c'est juste pour un petit chocolat, parce qu'il faut que je les donne. Ah, tu voulais le chocolat, c'est ça? Voilà. Non, en fait, il y en a 49 en instance nommée et une par défaut. Donc 50 en tout. Et sur un environnement cluster, 25. Combien on peut mettre de bases de données sur SQL Server dans une instance? Ouais, il y a un chiffre bien exact en fait. Hein. Ouais, c'est 32 767. Ah, j'ai encore des Pères Noël. Bah, tiens, on va lui donner, comme ça, ça sera plus simple. Merci. Au monsieur qui est juste là. Donc il y a moyen de faire pas mal de choses. Hein. C'est-à-dire si vous avez un serveur avec 50 instances qu'il faut protéger les 50 instances, c'est déjà pas mal. Si vous avez 32 000 bases de données dedans qu'il faut protéger, c'est du lourd. En général, j'ai jamais vu ça. Hein, donc, mais bon, le jour où vous avez les machines qui vont bien avec, c'est faisable. Donc au niveau de 2012, vous avez aussi la possibilité en fait de cacher les instances. Alors, je ne sais pas si vous avez joué un petit peu avec. Ça se trouve ici, au niveau du Configuration Manager, vous avez la possibilité de faire un hide instance. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé? Non. En 2005, ça marchait? Parce que au niveau du Configuration Manager, je l'ai vu arriver qu'en 2012, il me semble. Mais bon, après je peux me tromper, je n'ai pas fait attention. Mais ah, c'est possible, ouais. Ouais, maintenant, je préfère pas m'engager là-dessus, puisque moi je l'ai fait en 2012. Ok. Ben, en tout cas, c'est une option qui est assez utile. On peut cacher les instances. Par contre, après, tout ce qui est browser ne va pas les chercher. Donc ça veut dire que si on ne précise pas le port, on n'accède pas à l'instance. Donc c'est un peu comme si on désactivait le browser. Il y a un cas où c'est assez utile, c'est-à-dire si vous avez du multiple instance et vous voulez plus ou moins qu'il y en ait une qui soit vraiment bien protégée, vous le mettez sur celle-là. Après, les autres sont accessibles, comme d'habitude, et celle-ci est protégée. Vous avez aussi une nouvelle option, et ça je suis sûr qu'elle est nouvelle, c'est l'Extended Protection for Authentication, puisque c'est venu avec Windows Server 2012 en fait. Je ne l'ai jamais utilisé. C'est une protection supérieure. Il faut faire attention si c'est possible au niveau des applicatifs. Si elles peuvent en tenir compte ou pas. Je ne l'ai jamais utilisé, je ne l'ai jamais mis en place. Là, je vous dis juste, elle existe. C'est une option qui est possible. Maintenant, je ne l'ai jamais testée. Toujours au niveau serveur, ben, comme je l'ai dit avant, on va prendre que les services dont on a besoin. Donc on désactive les services qu'on n'a pas besoin. On va essayer d'utiliser en fait un compte pour chaque service, pour chaque instance, au niveau de l'account. Alors nous, on a fait un petit exemple où on a du test de l'UAT et puis on a mis à chaque fois un compte pour l'agent, un compte pour l'engine. Ce qu'il faut voir là, c'est aussi, à ce niveau-là, ça peut être très lourd. Beaucoup nous demandent de mettre en place plutôt un compte pour le moteur plus l'agent. C'est en général ce qu'on rencontre à peu près partout. Après, pour tout ce qui est password, faites en sorte qu'il soit complexe, qu'il soit long, qu'il soit bien protégé. Donc là, vous avez des petits générateurs qui existent. Hein. Donc, ou alors, vous avez une équipe Windows qui le met en place et qui va mettre
les mots de passe classiques. Au niveau authentification, donc là on rentre dans l'instance. Donc là c'est à vous de choisir entre l'authentification Windows ou le mode mix avec les SQL login. Au niveau SQL login, le mieux ça serait d'avoir des instances bien séparées qui utilisent cette partie-là. Comme ça vous allez protéger déjà une partie de vos bases de données en gardant juste la partie Windows Authentification. Et vous allez prendre des instances où vous avez le mode mix en disant, ben voilà, on n'a pas le choix. Donc après, vous avez quelque chose de très important que j'ai vu dans les banques, c'est-à-dire sysadmin, c'est bon, c'est les DBA qui avaient le sysadmin. Là, tout le monde est content, tout va bien. Par contre, ils n'avaient pas vu qu'il y en avait qui s'étaient donné des contrôles serveurs. Parce que les développeurs ont fait en sorte d'avoir la permission derrière pour pouvoir, quand on va sur un nouveau serveur, etc., pouvoir faire ce qu'ils veulent. Donc, faites attention avec ça. Il n'y a pas que les rôles à regarder, il y a aussi les permissions à regarder au niveau serveur. Donc là, c'est pareil pour les SQL login d'utiliser un mot de passe complexe. Quel est le mot de passe le plus utilisé, à votre avis ? Ouais, j'ai entendu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est ça. En fait, là, vous avez les mots de passe les plus utilisés dans le monde. Donc ça date pas de cette année, mais de l'année dernière. Hein, c'est une étude de l'année dernière. Donc, vous avez encore du Photoshop et du Adobe. Hein. Mais effectivement, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfois, on ajoute l'ensemble, hein, 7, 8, 9 pour finir, parce que bon, au cas où il demanderait un mot de passe un peu plus long. Donc oui, effectivement, c'est ça. Donc là, il y a encore un chocolat. Ouais, pour un mot de passe, je ne peux pas donner plus qu'un chocolat. Hein. Donc, au niveau des droits, donc on va aussi limiter les permissions au rôle public. Est-ce que vous allez voir de temps en temps ce rôle ? Vous allez voir dans les audits que vous faites sur vos serveurs si le rôle public n'aurait pas des permissions de ce type-là, par exemple. Ça peut être sympa. Hein, en général, quand je vois ça, ben, je fais « ouais, quoi d'autre, quoi ?» Vous voulez quoi encore? Bon, après, je vais faire le café, hein, parce que là, j'arrête tout. Hein. On va faire du café. Non, effectivement, regardez ce rôle public au niveau serveur. On va en parler tout à l'heure au niveau base de données également. Mais c'est vrai que ça peut être pas mal. Enfin, les développeurs vont vous aimer, ça c'est clair. Mais le but, c'est quand même de sécuriser vos serveurs. Hein. Au niveau toujours instance, ben, il y a une chose importante, c'est que vous avez des Extended Store Procedures. Donc, c'est des procédures stockées étendues en français. Je ne sais pas si vous avez fait attention, si vous les connaissez. Normalement, vous les connaissez un petit peu. C'est quoi, par exemple? Ouais, ça c'en est. Ça, c'est le plus célèbre. Vous en avez d'autres? Bah, tout ce qui est registry, par exemple, quand vous accédez au registry. Donc là, vous avez une petite liste. Hein, une petite. Hein. Mais il faut savoir que par défaut, dans toute cette liste, il y en a au moins 8 qui sont publics. Par défaut. Vous avez le XP, il est où, Regrid, qui lui est public, par défaut. Donc les gens peuvent quand même aller lire dans la base des registres au niveau de votre serveur. Ce qui est pas mal, hein, finalement. Au niveau des comptes, bah vous avez toujours de temps en temps le built-in administrator qui traîne encore. Ça, c'est des anciennes versions. Hein. Il se rajoute de temps en temps quand on fait des migrations. Il revient. Donc celui-là, en général, il faut l'enlever. Le SA. Dans les best practices, on vous dit il faut le désactiver, il faut le renommer, il faut essayer de le virer, mais ce n'est pas possible. Donc on va faire tout ce qui est possible pour pouvoir le blinder au maximum.
C'est pour ça, en fait, on ne peut pas le supprimer parce qu'on en a besoin. Voilà. Voilà, après, il y a d'autres moyens aussi, mais effectivement, c'est la seule porte de sortie. Ou alors vous avez une sauvegarde de votre serveur et puis vous le remettez en place si c'est du virtuel. Mais c'est très rare. Voilà, ça reste long. Ouais. Ben, une installation aussi, hein, en général. Ben, bon, voilà, ça c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir du always on. Ça, je reviens sur ma session de mon collègue, comme ça c'est bien, de hier. Donc, effectivement, de la disponibilité vous permet d'éviter certains problèmes aussi. Au niveau des logins, vous avez parfois des logins qui traînent encore. Vous avez migré une base ailleurs, vous avez supprimé des bases, et de temps en temps, vous avez des logins qui restent, qui peuvent toujours encore se connecter, qui ont parfois le genre, c'est bon, il n'y a pas de spécialiste SharePoint, donc je peux le dire peut-être. SharePoint qui veut les sysadmins, qui veut tous les droits au niveau de son compte de service, bien évidemment. Hein. Mais c'est vrai que si on a ça, il y a un accès direct à notre serveur. C'est-à-dire s'il y a un login que parfois des utilisateurs ont, parce qu'ils en ont besoin au niveau de l'authentification, ils veulent tester si ça fonctionne, etc. Ils ont cette possibilité de toujours pouvoir rentrer dans le serveur. Donc le but, c'est de nettoyer son serveur, donc de regarder ces logins au niveau qui sont orphelins de bases de données. Alors faites attention parce que dans ces orphelins, il peut y en avoir qui ont des droits sysadmin comme vous. Donc il ne faut pas croire que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas attaché à une base de données qu'il faut vous supprimer. J'ai déjà vu des scripts qui supprimaient tous les logins qui n'étaient pas attachés à une base de données. En le lançant, on s'auto-supprime en fait. Puisqu'on reste sysadmin et puis voilà, ça arrive. Au niveau toujours instance, là vous avez quelques options, on en a parlé tout à l'heure, du command shell. Effectivement, il fait partie des procédures étendues, mais je le répète ici parce qu'il est important. Vous avez encore tout ce qui est cross data path ownership chaining. Alors c'est vrai que nous on utilise toute la partie. La présentation est en anglais parce qu'on a l'habitude, nous, en Suisse, d'installer en anglais. On n'installe jamais en français. On a l'habitude d'installer en anglais les systèmes, donc on a l'habitude de toujours voir les mots en anglais. Et puis après, ce qui est important aussi, c'est parfois d'activer l'auditing au niveau des logins. Vous avez la possibilité d'auditer en fait tout ce qui est login, pas que dans l'erreur log, mais effectivement de faire un serveur d'audit qui va scruter, qui va pouvoir les mettre soit dans un fichier, ce qui est fait assez fréquemment, soit dans l'application log pour qu'une autre application de sécurité peut venir les chercher, ou la troisième qui est pas mal aussi, qui est de pouvoir écrire dans le security log directement, qui va vous permettre en fait, via aussi d'autres applications ou les personnes qui gèrent les serveurs, de pouvoir voir qui se connecte ou qui n'arrive pas à se connecter. Ça vous permet aussi parfois de savoir si le serveur est trop sollicité ou de pouvoir augmenter parfois la capacité du serveur parce qu'il est trop sollicité. Et bien sûr, la possibilité de le mettre directement dans l'erreur log. Juste une petite parenthèse, si vous activez ça, il vaut mieux faire un recycling de l'erreur log de temps en temps. Parce que là, ça peut vite se remplir. Donc nous, de notre côté, ce qu'on a mis en best practice, c'est qu'on va faire un recycling tous les jours de l'erreur log sur 30 jours et de sauvegarder les erreurs log, d'en faire des backups, au cas où on voudrait voir ce qui se passe. En général, dans les banques, c'est comme ça qu'on fait. Ce qui les rassure aussi. Parce que finalement, ils ne vont jamais voir dedans, mais ça les rassure. Donc, au niveau des bases de données, déjà, on va minimiser le rôle des DB owners. J'en ai vu beaucoup des DB owners, mais jamais un qui était vraiment responsable de sa base. Mais ils voulaient être DB owners. Donc là, faites attention, ils vont toujours vous demander les droits les plus élevés, et quand on regarde, ils n'en ont pas forcément besoin. Donc après,
Effectivement, on revient sur ce rôle de SA qui est owner d'une base. Si possible, évitez-le. Mettez un compte de service ou vraiment la personne responsable de cette base. Et bien sûr, enlevez tout ce qu'on appelle aussi les orphelins au niveau des utilisateurs de base. Ça, c'est logique. Donc, évitez de donner l'accès au guest. Donc, à l'invité, il est toujours là. Hein. Et puis, au niveau des bases de données, vous avez aussi la partie publique. Donc, faites en sorte d'éviter de toujours faire des grandes pour tout le monde, surtout au niveau des exécutions de procédures stockées, etc. Il y a une chose que je n'ai pas marquée aux bases de données, c'est les schémas. Si vous regardez vos bases de données, vous êtes toujours en DBO. Super. Donc, regardez avec vos développeurs qui ne mettent pas toujours le schéma DBO. C'est très dur. Hein. Bon, ça fait des années que j'essaye, je n'y suis pas arrivé. Mais, à force peut-être, avec un peu de chance, on y arrive. Et au niveau data, donc je ne vais pas m'étendre plus là-dessus, c'est la partie cryptage. Donc là, vous avez le lien au niveau des MSDN. Allez dessus, c'est la dernière protection que vous pouvez mettre. Bon, après aussi, vous pouvez éteindre le serveur, vous pouvez l'isoler pour que personne ne s'y connecte. Enfin, il y a plein de choses, mais... Ou alors mettre les données sur des post-it dans un coffre. Ça marche aussi. Quoique les post-it, ça se perd. Au niveau des policies, donc on va voir un petit peu ce que c'est. Donc c'est quand même le but de la manœuvre. Le but de la manœuvre, c'est d'essayer de voir si tout ça, on peut le mettre dans des policies. Alors tout, on ne pourra pas. Mais on peut quand même mettre une bonne petite partie. Donc les policies, c'est quoi? Donc, c'est un ensemble de vérifications qu'on va mettre en place pour voir si on a suivi les bonnes pratiques qu'on a mis en place au niveau sécurité. Mais ça pourrait aussi être des bonnes pratiques tout simples. Hein. Pour les bases de données, ça pourrait être par exemple de vérifier si l'autoclose ou l'autoshrink est à off plutôt qu'à on. Ça pourrait être tout simplement de regarder quand on crée une base de données, puisque la convention de la société serait le nom de la société underscore quelque chose. Donc quand on crée une base de données, c'est de pouvoir obligé de créer de cette manière-là, sinon il ne peut pas créer. Donc il y a pas mal de choses au niveau des checks. C'est pour tout le monde, ce n'est pas que pour vous, ça pourrait être pour les développeurs, ça pourrait être pour les administrateurs système. En général, c'est rarement pour le business, eux ils s'en foutent. Eux ils veulent que ça marche au niveau de la base. Mais par contre, vous pouvez aller chez les auditeurs et dire voilà, moi j'ai protégé les bases, il n'y a qu'un accès que les utilisateurs qui ont besoin d'aller sur cette base qui arrivent ou que le service qui en a besoin. Donc au niveau des terminologies, vous avez la policy, donc ça c'est le check lui-même qui va en fait lancer une condition qui elle est en fait la manière ou ce qu'on va checker. Ça peut être tout simplement checker une valeur dans la base des registres, ça peut juste checker les permissions au niveau du public par exemple. On va dire voilà, est-ce que j'ai des permissions au niveau du public? Vous avez quelque chose qui s'appelle les facettes. Les facettes, c'est des objets qui sont prédéfinis, qui ont des variables prédéfinies qu'on peut aller checker. Il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Donc, quand vous avez quelque chose, quand vous dites tiens, j'aimerais checker ça sur un login, vous avez une facette login et vous allez pouvoir voir si effectivement il y a la propriété que vous cherchez. Au niveau target, c'est les cibles qu'on va choisir. Donc ça peut être au niveau serveur, au niveau base de données, au niveau utilisateur. C'est des objets cibles. Donc il y en a certaines qu'on va lancer au niveau serveur, il y en a d'autres qu'on va lancer qu'au niveau base de données. Donc si on les lance au niveau base de données, il va checker l'ensemble des bases de données par rapport à la condition que vous avez mis en place. Et vous avez les catégories. Là, c'est simplement pour être plus tranquille, dans le sens où vous pouvez catégoriser les choses, mais ça n'a aucune influence sur le fonctionnement de vos policies. Pas tout à fait vrai, parce qu'on va voir que des outils ont besoin parfois de la catégorie pour pouvoir se lancer.
Au niveau du mode de fonctionnement ou d'évaluation de ces policies, vous avez le on-demand. Donc là, c'est quand j'ai envie, je le check. Vous avez le on-schedule, c'est régulièrement, je vais checker cette policy. Pardon. Le on-change, log-only ou prevent, qui vont le faire lorsqu'il y a un changement qui arrive au niveau de ma base ou de mon système. Donc par exemple, lors d'une création de base. Je vais pouvoir en mettre un en place pour pouvoir en fait checker si ma création de base est correcte d'après la policy que j'ai mis en place au niveau de la société. Donc au niveau du déploiement des policies, c'est simple en fait dans Management Studio. Vous allez dans Management, sur toutes les instances vous l'avez. Donc vous allez dans Management, vous avez un Policy Management avec les facettes, les conditions et les policies. Donc là, c'est assez simple en fait, finalement. Donc je vais vous faire une toute petite démo, ce ne sera pas longue, si j'y arrive. Ok. Donc on parlait tout à l'heure du public. Au niveau des bases de données, vous ne l'avez pas. Ok. Donc là, j'ai checké au niveau des permissions pour mon public. J'en ai pas. Par contre, je vais lui donner, tiens, sur mon schéma product, je vais lui donner tous les droits. Soyons fous. Voilà. Donc si je recheck, j'ai 5 permissions dans mon public pour ces objets-là. Pour l'objet product, j'ai les permissions de tout faire. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est mettre une policy en place qui va quand même checker ça. Donc je vais aller dans Management. La première chose que je vais faire, c'est créer une condition. Alors, je peux vous montrer rapidement les facettes. Vous avez pas mal de facettes avec pas mal de choses. Donc si je vais ici, voilà, vous avez pas mal de variables prédéfinies. Mais là, pour mes permissions, ce qu'il y a, c'est que ce code-là, il n'existe rien qui va checker par rapport à ce type de code. Mais Microsoft a fait les choses bien. Ils ont une commande qui s'appelle execute SQL. Qu'on va pouvoir mettre directement dans sa condition. Et elle va exécuter ça. Je vais lui donner ce que j'ai envie en sortie. C'est un numérique. Je vais faire un select code étoile sur l'ensemble des permissions sur le public. Je vais voir s'il va m'en sortir ou pas. Donc si je prends ça, donc le E, je crée une condition. Donc là, je lui donne un nom. Test, non, c'est test, voilà. Je vais lui dire sur quel type de facette. Alors c'est vrai que là, c'est appliqué à la base. Donc, je vais prendre la base de données. Ici, j'ai mes petits 3 points et je vais pouvoir mettre ma requête. Et la condition, c'est qu'il faut que ce soit égal à 0. Le OK qui est ici dans le coin, il va se mettre correctement, on va pouvoir appuyer dessus s'il considère que ce qu'on a mis dedans est valide. Si jamais j'ai fait une erreur de syntaxe, il ne sera pas valide le bouton OK. Donc là, comme je l'ai fait avant et que j'ai préparé la démo, il est valide. Mais de temps en temps, il faut rechercher, il manque un petit tilde ou quelque chose. Ça peut arriver. Donc là, il m'a créé ma condition qui est ici, qui est test.
Vous avez vu que j'en ai pas mal. Hein. Tout ça, c'est celle qu'on a créée dans le cadre des sécurités au niveau des banques. Au niveau policy, je vais en créer une. Donc test. Je vais lui dire, tu vas me chercher celle qui est au niveau base de données, puisque c'est là où j'étais, qui s'appelle test. Et là, il me dit, tu veux l'appliquer à toutes les bases? Oui, pourquoi pas? Mais je pourrais choisir, en fait, que les online user database, parce que j'ai créé une condition qui s'appelle comme ça. Je dis, tu vas checker que les bases qui sont, en fait, online. Et qui sont des user database. Donc j'évite toute la partie système. Donc je pourrais mettre celle-ci. Je fais OK. Donc là, j'ai créé ma policy. Chouette. Par défaut, elle est désactivée. Je pourrais l'activer, mais je peux aussi l'évaluer. Donc si je fais evaluate, alors là, bien sûr, j'ai toutes mes policies. Hein. On va aller tout en bas, voilà, test. Je pourrais en rajouter, je pourrais mettre toutes et voir ce que ça donne. On le fera tout à l'heure. Et là, je lui dis, ouais, hop. Ouais, super, ça a marché sur toutes mes bases, sauf une. Ouais, c'est bien celle-là. Sur celle-là, non, c'est celle-ci, Prod AdventureWorks. Effectivement, ça n'a pas marché puisque j'ai granté le product au niveau de ma base de données. Si maintenant, je dis, on va faire un revoke de mes droits. Je relance ma policy. Ça passe. Donc effectivement, ma policy maintenant, je l'ai validée, elle est là. C'est super. Mais moi, j'ai pas qu'un serveur. J'en ai pas mal. Donc là, j'ai fait pour un serveur, je l'ai fait manuellement, mais si je dois passer sur tous mes serveurs d'un point de vue manuel, ça va être dur. Alors bien sûr, il m'a lancé depuis le début. Hop. Donc, tout ça, c'est bon. Voilà, là, ça va être chiant à faire tout ça. Donc, la commande, effectivement, magique, c'est bien l'execute SQL. Disons qu'elle est vraiment très sympathique à utiliser. Hein. Rappelez-vous, vous pouvez mettre du numérique, vous pouvez mettre des chaînes de caractères, donc égal à une chaîne de caractères ou pas égal à une chaîne de caractères. Il y a pas mal de choses à faire au niveau des commandes. Après, vous avez la possibilité d'utiliser le Central Management Server pour pouvoir le lancer sur plusieurs environnements. Soit sur l'ensemble de vos environnements, ou alors comme ici, nous on a mis des environnements de prod, de test et du AT. Donc bien évidemment, on va protéger un peu plus la prod. Test, on n'a pas forcément besoin d'avoir toutes ces policies. Il y en a certaines qui sont parfois un peu plus souples, où les développeurs ont besoin d'avoir un peu plus accès à leur base ou au serveur. Donc on peut protéger par type d'environnement. Et là, vous pouvez faire une évaluation de vos policies directement dans le CMS. Donc c'est assez facile, hein. Vous créez votre serveur groupe, vous les mettez dans le groupe que vous souhaitez, vous faites un import ou alors un evaluate de la policy et vous regardez si ça fonctionne. Donc ça, c'est fait pour pouvoir utiliser les policies sur l'ensemble de votre environnement. Après, au niveau des résultats,
Là, vous avez vu que c'était graphique. Je peux faire un export des résultats. Il va me créer un fichier XML, ce qui n'est pas terrible à lire. Sur Codeplex, vous allez trouver un outil qui s'appelle EPM, qui en fait est très utile parce qu'il va vous installer une petite base de données. Donc si vous le faites si vous l'installez sur le serveur qui a déjà le Central Management Service, en général c'est le serveur DBA, hein, où vous installez votre CMS, ben vous allez créer votre petite base de données. Il va lancer lui derrière un script PowerShell qui va aller dans la MSDB chercher l'ensemble de vos serveurs qui sont dans le CMS. Il va jouer les policies. Il va vous mettre le résultat dans une base. C'est déjà plus chouette à exploiter. Il faut dire ce qui est. Puis derrière, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, ils ont fait un reporting services qui vous permet d'avoir en fait l'ensemble des évaluations. Donc là, par exemple, quand je l'ai lancé, j'en avais 65 qui, en fait, de mes policies qui n'allaient pas sur mon serveur. J'en ai eu 138 qui étaient en erreur, c'est-à-dire qui n'ont pas pu passer sur le serveur. Peut-être ma policy est mal écrite. Peut-être que cette policy ne fonctionne pas dans ce type d'environnement. Donc il y a plein de choses à regarder. Hein. Ça fait partie du travail du DBA aussi de regarder cette partie-là. Et après, vous avez en fait la liste de tout ce qui ne fonctionne pas, de tout ce que vous n'avez pas la possibilité de faire, etc. Donc n'hésitez pas, en fait, à aller voir ces petits reportings. Vous avez aussi la possibilité, en fait, d'envoyer des emails. Ça, c'est très simple. En fait, on a fait une procédure stockée qui permet d'envoyer des emails. Et donc, tous les jours, le DBA reçoit sa liste de sécurité au niveau des policies. Donc, c'est assez utile parce que ça vous permet de voir si quelqu'un a changé quelque chose. Si vous êtes plusieurs chez vous au niveau de l'administration, ben, il y en a un qui a peut-être granté des droits ou qui a lancé un script qui a granté des droits, parce que de temps en temps, ils aiment bien aussi vous donner des scripts qui sont très longs et vous dites, bon, ben, j'exécute le script et puis ça devrait aller, ça vient des développeurs. Ils ne mettent rien de dangereux là-dedans. Moi, j'ai confiance. Après, je passe mes policies et après, j'ai plus confiance. Mais ça, c'est moi. Donc non, effectivement, vous avez toujours la possibilité, en fait, grâce à ça, de voir si quelque chose a bougé sur les serveurs. Autant au niveau des best practices qu'au niveau sécurité. Donc n'hésitez pas, en fait, à jouer là-dessus. Si j'ai encore un petit peu le temps, a priori j'ai encore un petit peu le temps, donc je vous fais une démo à la fin, rapidement sur cet outil qui est assez pratique, en fait. Il faut dire ce qu'il est, hein, il est très très pratique. Donc juste pour conclure, ben, je cherchais une bonne conclusion par rapport à mon introduction. Donc effectivement, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que vous êtes des super-héros. Ah, pour une fois que quelqu'un vous le dit. Donc oui, effectivement, ben, protéger les données, c'est important. C'est souvent un travail qui est fait dans l'ombre, que personne ne voit. Donc effectivement, mettez en avant que ces données sont protégées, que vous avez mis en place les outils pour les protéger. Donc c'est votre métier, mais finalement, c'est vrai qu'on ne vous voit pas comme un super-héros. Je suis dans le même cas. Hein. Mais maintenant, je me mets un peu en avant dans les conférences. Mais sinon, voilà. C'est très important, en fait, cette partie protection des bases de données. Alors, pour finir, je vais vous faire une petite démo juste sur l'EPM. Si je retrouve... Donc l'important pour l'EPM, en fait, ce qui est important, c'est de mettre toutes ces policies sur le serveur. Parce qu'il va les chercher sur son serveur maître, qui est pour nous ici l'instance par défaut. Donc nous, on les a toutes mis en place, hein. Il y en a quelques-unes. Ce qui est assez amusant à voir, c'est que plus on protège la partie serveur, plus moins on en a du côté base de données après. Donc on reste toujours dans cette partie où si on protège le serveur, l'instance, les données en général où la base de données est assez protégée par la suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller sur l'agent. Par défaut,
il va vous installer en fait ce job qui va évaluer toutes les policies. Donc en général, quand je le lance, il va m'évaluer les policies. Si on regarde au niveau du step, edit, ce qu'il va faire, c'est lancer tout simplement son script PowerShell et je lui dis en paramètre d'aller sur toute ma catégorie sécurité. Donc je pourrais lui dire, ben, toi tu me fais ça tous les jours au niveau sécurité, les best practices, j'en ai peut-être besoin que pendant un mois, enfin chaque mois de regarder si c'est bon au niveau des best practices standards. J'en fais un avec une catégorie best practice. C'est pour ça que j'ai dit les catégories, ça n'influe pas au niveau de la policy, par contre ça va influer au niveau par exemple de l'EPM. Lui est bien pour justement avoir toutes ces catégories. Vous pouvez aussi mettre sécurité prod, sécurité UAT, sécurité test, avec peut-être moins en test au niveau sécurité. Mais c'est toujours faisable de mettre un peu plus au niveau prod. Donc normalement il a fini, le temps que je parle. Donc vous avez une vue qui est la Policy History Last Evaluation qui va vous donner en fait l'état de vos policies. Donc là, on a plusieurs exemples, on en a certaines qui ne fonctionnent pas. Donc ça veut dire que mon SQL Browser, en fait, il est allumé, tout simplement. Parce que je lui ai dit, tu vas voir si le SQL Browser est éteint. Il est allumé, il ne passe pas au niveau de ma sécurité. Alors de temps en temps, il arrive sur certains où il va en erreur. Donc ça veut dire qu'il n'a pas réussi à l'atteindre. Alors tiens, pourquoi il n'a pas réussi à l'atteindre? Pardon? Je n'ai pas entendu. Ouais, ça c'est une option. Mais en fait, c'est tout simple, c'est encore plus bête que ça. Non? Ah oui, tiens, j'ai pas pensé à celle-là. Mais en fait, mon workshop, c'est mon local. Donc, en fait, c'est tout simple. C'est que j'ai fait un compte pour l'agent pour mon instance par défaut. J'ai fait un compte pour mon agent, enfin pour la base de données, pour toutes les bases de données, enfin pour tous les serveurs, pardon, excusez-moi. Donc, en fait, mon agent n'a pas accès à ce serveur. C'est tout con, hein, mais ça arrive. Donc, faites attention aussi à ça. C'est l'agent qui va lancer mon job. C'est ce compte qui va chercher en fait les informations. Donc, de temps en temps, il ne passe pas. Parce que je suis trop bien protégé. Bon, ça, j'aime bien. Donc après, je peux faire des sélections sur l'état. Hein. Je peux lui dire, dis-moi tout ce qui est différent et qui ne passe pas. J'en ai 74 qui ne passent pas. Donc après, je vais voir pourquoi ça ne passe pas. Je vais le corriger. Attention quand vous corrigez en prod. De temps en temps, c'est normal que ça ne doit pas passer. Après, vous avez la possibilité, j'espère que ça va être OK, et en haut là, d'avoir du report. Donc ça, c'est directement avec EPM. Vous avez un dashboard qui va vous permettre de voir en fait ce qui passe et ce qui ne se passe pas. Si vous voulez aller voir les détails, vous cliquez dessus. Donc il y a un report qui va vous amener en fait à vous donner toute la partie de ce qui ne fonctionne pas au niveau des policies. Et vous allez voir en fait après serveur par serveur. Ou alors c'est une généralité où vous êtes trompé, vous êtes ah oui c'est vrai que moi partout c'est le mode mixte. Donc je ne peux pas faire que de l'authentification Windows. Après ce qu'on a mis en place, c'est une procédure stockée. Si elle marche bien, qui va m'envoyer un email, voilà. Et qui va m'envoyer tout ce qui n'a pas fonctionné, par email, via l'email, pardon. Donc là, c'est assez sympa parce que du coup, nous dans les banques, comme il y a souvent un
un service spécialisé dans la sécurité, on leur envoie les rapports. Ils sont contents. Ils ne savent pas ce que ça veut dire, mais ils sont contents. C'est l'important. Non, on rajoute d'autres informations en disant, ben voilà, dans la policy de l'entreprise, c'est reporté à tel point ou tel point au niveau de la sécurité. On ne leur renvoie pas un rapport de ce type-là, brut de décoffrage. Mais ça leur permet aussi de voir qu'effectivement, soit mensuellement, soit semestriellement, soit par semaine, on leur envoie un rapport disant voilà, nos serveurs sont toujours sécurisés, il y a quelques exceptions, mais on les maîtrise. Donc ça ne permet pas d'éviter les audits, parce que les auditeurs, il faut aussi qu'ils viennent de temps en temps et qu'ils ramènent des sous chez eux, donc ils viendront quand même vous voir et vous embêter. Mais vous avez là des outils que vous pouvez mettre en place pour pouvoir justement en fait avoir la partie concrète de l'audit en leur disant ben voilà, moi j'ai mis tout ça en place, si vous avez quelque chose à dire, dites-moi ce qu'il faut que je fasse en plus. Mais au moins là, vous avez déjà une belle petite protection au niveau de la sécurité, vous pouvez déjà leur montrer que vous avez mis des choses en place pour checker régulièrement en fait votre sécurité au niveau des serveurs. Alors j'ai beaucoup parlé, est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas s'il me reste du temps, ouais, j'ai dépassé un tout petit peu, ouais, ça devrait aller. Au niveau sécurité, il y a un livre qui est très bien, je crois qu'il est sorti en 2012 ou 2009, qui est de Denis Sherry sur la sécurité en SQL Server. Il n'est pas très épais, il est facile à lire, il est en anglais. Ça, on n'y peut rien, hein, c'est comme ça. Mais il est très bien sur la sécurité. Il y a pas mal de choses, et pas que pour SQL. Il y a toute la partie réseau en amont, en aval, la partie aussi interaction avec Internet. Donc, Denis Sherry. Si vous allez au stand, je serai au stand, donc je peux vous le montrer, quoi. C'est pas un souci. Là, je peux pas faire la lecture comme ça, mais il suffit de venir à notre stand et il n'y a pas de souci. Voilà, après, oui. Au niveau de... Dans la MSDB. Ouais. C'est classique en fait. Oui, ou sur un file system, oui. On peut les mettre sur un file system, ouais. Oui, ouais. Oui. Mais c'est très simple, hein, en général. Après, effectivement, les règles sont très dures. Alors, j'échappe à la question qui est, est-ce que vous les mettez à disposition, vos règles? Je la pose moi-même, hein, puisque personne n'ose me la poser. En resteront dans notre outil, qui est gratuit, qui s'appelle DMK, donc on est en train de le développer. Après, j'avais prévu d'écrire un blog, je n'ai pas eu le temps. Donc en général, quand j'écris un blog, je mets les policies qui vont bien avec. Donc si vous attendez un petit peu, j'écrirai un blog là-dessus et puis je mettrai en fait les policies dans un zip que vous pourrez télécharger sur notre site en fait, via le blog. Parce qu'il n'y a rien de secret dans ces policies. Je veux dire, c'est juste aller chercher l'information au bon endroit. Souvent dans la base des registres pour certaines choses, comme les comptes de service, etc. Mais, ou le firewall, vous allez dans la base des registres, vite fait pour aller voir s'il est activé ou pas. Voilà. J'ai fini. Donc merci à vous d'être venus écouter. Donc je vous rappelle, vous êtes tous des super-héros si vous protégez vos données.